Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre Les derniers feux de la monarchie, la cour au siècle des révolutions, donc une période assez longue, 1789-1870. En quelques mots, je vous présente, vous êtes archiviste, docteur en histoire de l'Université Paris-Sorbonne et conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes chargé des manuscrits modernes et contemporains. Vous êtes un historien, un jeune historien, et vous avez l'habitude de travailler sur un grand nombre de manuscrits et de livres anciens. Et vous avez fouillé dans les archives et vous avez retrouvé des choses finalement qu'on ne savait pas très bien, parce que la cour, on en parle, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Effectivement, on a beaucoup parlé de la cour de l'Ancien Régime, la cour de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Versailles, on l'associe automatiquement à la cour. Par contre, les Tuileries au XIXe siècle, c'est le siècle des révolutions, c'est le siècle où le pouvoir revient à Paris de force. On n'imagine pas vraiment qu'il y avait une cour. On visualise bien quelques maréchaux qui sont autour de Napoléon Ier en uniforme un peu ronflant. On imagine Louis XVIII entouré de quelques vieux aristocrates aigris qui sont revenus d'émigration avec lui. Napoléon III, à l'autre bout du champ chronologique, on voit très bien aussi Eugénie avec des grosses dames, avec des robes un peu vulgaires et plein de bijoux. Mais on n'imagine pas vraiment que cela forme un système curial cohérent, alors que c'est tout à fait le cas. Le 19e siècle, c'est le siècle où on a une cour qui se construit autour des monarques, qui obéit à certaines règles, à une étiquette, qui a un but de promotion du régime. Donc c'est une vie de cour tout à fait cohérente, tout à fait construite et qu'on peut étudier très facilement en partant du retour de Louis XVI aux Tuileries jusqu'à la chute du Second Empire. C'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est ce que je disais, 100 ans d'études, mais en même temps, c'est un livre totalement inédit. Visiblement, jusqu'ici, ça n'avait pas passionné les historiens. Alors les sujets curieux passionnent assez rarement les historiens qui trouvent que c'est un peu frivole. Alors on étudie peut-être la cour sous l'angle de l'histoire de l'art, par exemple, l'histoire de la mode, pourquoi pas, l'histoire des bijoux, mais on étudie rarement ça d'un point de vue social, politique, diplomatique. Ça paraît assez accessoire encore aux historiens. C'est assez récent, ce renouveau des études curiales en France. Alors, qu'est-ce qui a changé entre la cour de Louis XVI et puis la dernière cour, celle de Napoléon III, après la défaite de Sedan, donc sur près de 100 ans? Tout d'abord, on a une cour qui est installée à Versailles, et puis, dans un premier temps, Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette, leurs enfants, reviennent aux Tuileries, au cœur de Paris. Et est-ce que la cour, à ce moment-là, existe encore? Alors, il y a encore une cour quand Louis XVI se réinstalle aux Tuileries. On trouve ça un peu surprenant, mais en fait, la cour continue à fonctionner comme à Versailles pendant encore plusieurs mois. Il y a progressivement des réformes qui vont être introduites, mais c'est des réformes finalement assez légères. Les plus conséquentes, c'est que effectivement, il y a des révolutionnaires qui vont être accueillis aux Tuileries, c'est-à-dire notamment les députés de l'Assemblée constituante, qui vont être reçus comme l'étaient les membres du Parlement de Paris, donc qui se substituent un petit peu à une institution d'Ancien Régime. Il va y avoir la garde du roi qui va être remplacée par la garde nationale, mais globalement, jusqu'à la fuite de Varennes, en fait, la cour de Louis XVI continue à fonctionner comme elle le faisait autrefois, avec quand même la menace en plus, puisqu'on sait que les Parisiens guettent, ils sont tout autour et ils risquent à tout moment d'envahir le château. Et évidemment, quand la menace se précise, et j'imagine avant même l'épisode de la Terreur, là, la cour se disloque totalement. La cour se disloque à l'automne 1791, après Varennes, au moment où la Constitution est promulguée par Louis XVI. La cour se délite complètement et c'est intéressant, je l'ai retrouvé en étudiant les comptes. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la fuite et qui donc ne touchent plus leur salaire. Donc ça m'a permis de calculer exactement combien de courtisans s'enfuient tous les mois. Donc on regarde dans les gentilshommes de la Chambre du Roi, sur 40, il y en a 39 qui sont partis. Donc voilà, on se rend compte exactement que c'est une cour qui On peut estimer le dépeuple. nombre de courtisans qui, à Bon, ce moment-là, prennent la route de l'étranger? alors c'est difficile parce qu'on n'a pas de chiffres non plus, mais il y a plusieurs milliers de courtisans qui partent, effectivement. Alors, cette cour, elle va se reconstituer avec l'arrivée progressive de Bonaparte, qui va être sacré empereur. Alors c'est curieux de voir qu'en fait la cour
C'est même avant l'Empire, c'est dès le consulat. Dès le consulat, il y a des courtisans qui vont s'agréger autour de Bonaparte, autour de Joséphine aussi. Il va y avoir un début d'étiquette. Il va y avoir pour Joséphine des dames du palais qui vont être nommées en 1802. Bonaparte va avoir son équipage de chasse, comme les rois de France. Il va y avoir la messe aux Tuileries tous les dimanches. Donc on va retrouver la monarchie avant même la proclamation de l'Empire. Et évidemment, en 1804, on nomme des grands officiers, on se plonge dans les archives de l'Ancien Régime et l'on ressuscite le protocole. Mais ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que on voyait jusqu'ici une cour qui était constituée uniquement de maréchaux, de généraux qui avaient servi Bonaparte et puis Napoléon. Et il y a aussi une agrégation, c'est-à-dire que des anciens courtisans reviennent et se frottent finalement à ces soldats. Alors, on savait qu'il y avait quelques ralliés de Versailles qui avaient trahi la cause de la monarchie et qui s'étaient ralliés à Bonaparte. Ça, on le savait. Mais on ne se rend pas compte que ces ralliements, en fait, ça correspond à un projet de fusion des différentes noblesses, l'ancienne et la nouvelle. Et c'est vraiment un objectif que Napoléon a clairement en tête. Pour lui, c'est essentiel d'avoir les anciennes élites dans sa cour parce que ça donne un bon ton à sa monarchie, à son empire, mais aussi parce que c'est une élite, c'est une faction de la société qui est encore puissante et qu'il doit absolument se la rallier. La cohabitation est facile entre ces La- généraux et maréchaux et puis les anciens courtisans. Sous l'Empire, il va y avoir une cohabitation assez facile parce que Napoléon fait peur à un peu tout le monde, qu'on soit maréchal d'Empire ou qu'on soit duc d'Ancien Régime. Napoléon terrifie tout le monde, donc les gens obéissent, marchent un peu à la baguette. Sous la Restauration, quand les courtisans de Napoléon vont vouloir rester C'est-à-dire que à leur... quand le frère et puis d'abord Louis XVIII va revenir Oui, en voilà. 1815. Quand Louis XVIII va revenir en 1814, puis ensuite après les 100 jours en 1815, il va trouver la cour de Napoléon qui fonctionne, qui est là, qui est prête à l'accueillir. Mais lui, il va avoir ses propres courtisans, sa cour en exil, et les deux vont devoir fusionner et se mettre à fonctionner ensemble. Et ça va prendre en fait plusieurs années avant que la cour retrouve vraiment une marche cohérente. Alors finalement, comme on le sait, la France ne passe pas directement en République entre 1815 et puis 1870. Nous avons d'abord plusieurs rois jusqu'à Napoléon III, c'est-à-dire un nouvel empereur. Et finalement, pendant tout le 19e siècle, la France va connaître une succession, donc d'abord de rois, un empereur, et donc de cours. Il y a une succession de cours. La cour, c'est absolument stupéfiant. C'est une sorte d'outil social qui va ressusciter, renaître de ses cendres après chaque chute de régime, après chaque révolution. La cour va renaître de ses cendres. Il n'y a qu'en 1870 que la monarchie va être définitivement abolie, visiblement. La République arrive, l'Empire ou la royauté ne vont pas être restaurés et la cour va complètement disparaître. Alors, il y a peut-être une cour républicaine qui réapparaît ensuite, mais ça n'est plus vraiment la même histoire. Alors, ce que vous soulignez dans votre livre, c'est que le principe n'est plus tout à fait le même dans les cours du 19e siècle. Les aristocrates marquent le pas, c'est-à-dire que on peut entrer dans la cour si on a réussi. On peut devenir courtisan. Oui, c'est un peu dur de dire cela pour le pauvre Louis XVI, mais la cour de Versailles et la fin de l'Ancien Régime, c'est une cour qui est très fermée, qui fonctionne en circuit fermé, alors que la cour du XIXe siècle, et c'est une constante pour toutes les cours, même pour Louis XVI sous la Révolution et jusqu'à Napoléon III, ce sont des cours d'ouverture. Ce sont des cours qui vont accueillir les personnes qui réussissent sur le plan militaire, comme les maréchaux de Napoléon, qui réussissent sur le plan économique, financier, industriel, artistique, littéraire. La cour va agréger tout ce que Louis-Philippe appelait finalement les capacités. Et donc, on est riche, on peut devenir courtisan. Euh, Pas forcément riche, même célèbre. Il suffit, Célèbre. si on est un homme de lettres, même un peu désargenté, on peut être invité à la cour. Les intellectuels sont présents dans ces cours? Les intellectuels sont très présents. Ils sont présents parce qu'ils sont là toujours pour chanter les louanges du pouvoir, mais aussi parce qu'on considère que c'est une récompense pour eux, même s'ils ne sont pas forcément ralliés à un souverain, ralliés à un régime, même s'ils sont parfois un peu démodés. C'est quand même une présence qui compte. Par exemple, même le vieil Alfred de Musset qui va être invité par Napoléon III. Il est plus très intéressant, il est un peu vieux, mais voilà, c'est quand même Alfred de Musset. Donc on l'invite parce que voilà, il a réussi sa carrière littéraire. Au quotidien, cette vie de la cour, cette vie de ces cours, vous les décrivez. Les domestiques, par exemple.
Alors, ce qui est fascinant avec les domestiques, c'est que ce sont des familles qui reviennent. Alors, on retrouve des familles qui étaient là à Versailles, des familles qui servaient Napoléon Ier, qui vont revenir sous Napoléon III. Il y a des chambellans, fils de chambellans, des écuyers qui sont eux-mêmes fils d'écuyers. Ce sont vraiment des sociétés qui vivent un peu repliées sur elles-mêmes. Les domestiques, les cuisiniers, les palefreniers, et il y a des affaires absolument extraordinaires. On voit dans les archives, on voit des histoires de viols, on voit des violences, on voit des meurtres. Donc c'est une vie passionnante, ça foisonne de détails, la police s'en mêle souvent, il y a plein d'affaires judiciaires à démêler, donc c'est une vie très très intéressante que celle des domestiques de la cour. Est-ce que la cour disparaît totalement à la chute du Second Empire, c'est-à-dire, donc encore une fois, après la défaite de Sedan, après la mort de Napoléon III? Alors, la cour disparaît, oui, parce qu'on veut la faire disparaître. On va complètement dissoudre la liste civile de Napoléon III, on va transformer ses palais en musée, tout de suite, mais ce qui reste, c'est quand même cet héritage matériel. On a des palais qui fonctionnent et l'Élysée va accueillir le président de la République. Ça, c'est un héritage important. Il y a aussi du point de vue du protocole, on va récupérer certains usages que les présidents de la République vont reprendre à leur compte. Les remises des lettres de créance des ambassadeurs, les grands dîners d'État, même les fêtes à Versailles que les présidents de la République organisent régulièrement. Le protocole va souvent être à peu près le même pour les voyages officiels, par exemple. Donc on a quand même des héritages qui vont revenir très très vite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tradition française de la cour. Il y a une tradition française de la cour, il y a peut-être aussi une culture du courtisan qui entoure les politiques. C'est difficile à dire du point de vue de l'historien, je ne veux pas trop m'avancer non plus dans la période républicaine, mais on reconnaît quand même des constantes et la cour finalement c'est un héritage politique français particulièrement important. À quoi ça sert une cour, finalement, Charles-Éloi Vial? Alors, la cour, comme je vous l'ai dit, ça sert à plein de choses. Sous l'Ancien Régime, on voulait vraiment mettre en avant le monarque, le protéger, l'entourer, veiller au respect de l'étiquette. Au XIXe siècle, la cour, c'était plutôt la mise en avant de la réussite du régime, sa réussite sociale, économique, en mettant en avant ceux qui étaient les représentants les plus brillants de ce régime. De nos jours, est-ce que la cour, ce n'est pas juste une sorte de bulle qui vous isole et qui vous assomme avec des flatteries? Je ne sais pas trop. Voilà. On a l'impression en tout cas que vous êtes enfin, si je peux me permettre, amusé en écrivant ce livre d'historien. Et en plus, c'est un très gros livre de près de 600 pages, mais c'est bourré d'anecdotes, bourré d'histoires, d'historiettes. C'était extrêmement drôle à écrire parce que il a fallu chasser des documents inédits et pour un historien, il n'y a rien de plus extraordinaire que de trouver des choses que l'on ne connaissait pas. Alors, on peut évidemment s'intéresser aux journaux, on a des gravures de mode, des descriptions de robes, de bijoux, c'est assez amusant, on a des mémorialistes qui racontent des anecdotes sur les maîtresses de Napoléon III, c'est également ça peut faire rire, mais on a des choses qui parfois sont plus poignantes, qui serrent le cœur, mais on est quand même content d'en parler. Par exemple, ce fonds d'archives que j'ai trouvé aux Archives nationales qui est extraordinaire, avec des papiers sur la cour de Louis-Philippe, avec des traces de sang dessus, des traces de pas parce que les révolutionnaires les avaient piétinés en 1848. Ça, c'est une expérience, ça vous bouleverse un petit peu et on est content d'essayer d'en faire passer un petit peu ensuite dans un ouvrage. Merci beaucoup, Charles-Éloi Vial. Alors, je recommande ce livre vraiment exceptionnel et très nouveau. Les derniers feux donc, de la monarchie, la cour au siècle des révolutions, entre 1789 et 1870, un livre publié aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.